Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sous le dôme de l'usine extraordinaire. Aujourd'hui, 45 minutes, 40 minutes pour être précis, autour d'un débat passionnant. L'usine responsabilise ses troupes. Et pour parler de ce sujet autour de moi aujourd'hui, trois invités de choix. Tout d'abord, Muriel Hautebul. Vous êtes directrice des ressources humaines de la direction production nucléaire et thermique du groupe EDF, soit environ 30 000 collaborateurs, un poste que vous occupez depuis maintenant 18 mois, après plus de 20 ans passés au sein du groupe EDF, 20 ans durant lesquels vous avez occupé de multiples fonctions managériales, notamment en tant que directrice des ressources humaines du parc nucléaire d'EDF. Bonjour. Bonjour. Pierre-Alexandre Hanstedt, vous êtes directeur du développement social pour le groupe Michelin. En pratique, vous êtes en charge des relations sociales du groupe et du déploiement de la responsabilisation. Et vous avez pris cette fonction il y a de cela 6 mois, après de nombreuses fonctions managériales, opérationnelles au sein du groupe, notamment en tant que directeur de site à Cholet, à Roanne et également en Chine, à Shenyang. Merci de venir participer à ce débat aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci. Et puis Gérard Mardinet, vous êtes secrétaire national confédéral CFE-CGC en charge de l'économie, de l'industrie et du développement durable. Vous êtes ingénieur arts et métiers, vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans l'industrie, notamment en tant que directeur d'un centre de recherche et développement comptant 700 collaborateurs. Et vous êtes également président du conseil de perfectionnement de l'école d'ingénieurs aéronautiques IPSA, l'Institut Polytechnique des sciences appliquées de Toulouse et d'Evry, ce qui vous donne également un pied dans le monde de l'éducation. Et puis, je vais rapidement également me présenter. Boris Lombard, je suis président pour l'Europe de l'Ouest du groupe KSB. KSB, c'est une société qui fait des pompes et de la robinetterie. Nous sommes 16 000 dans le monde. Nous totalisons un chiffre d'affaires de 2,3 milliards. Et en France, nous avons une présence industrielle assez forte puisque nous disposons de 4 usines sur le territoire français, 21 ateliers de service et 1700 collaborateurs. Alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la première question que j'ai envie de vous poser sur la responsabilisation, c'est qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que ce n'est pas finalement, pour aller vite, un truc de patron pour en demander plus aux salariés? Muriel? Ben, non. Non, la responsabilisation, c'est faire en sorte que chacun se sente utile et comprenne ce qu'il a à faire. Je pense que c'est déjà ça le point essentiel. Et l'intérêt dans nos métiers de l'industrie, et dans les métiers d'usine en particulier, c'est que le sens est assez facilement accessible. C'est-à-dire que les gens savent pourquoi ils sont là. En tout cas, je vais parler par exemple très concrètement de nos usines de production nucléaire. Ben, les gens savent qu'ils sont là pour produire de l'électricité. En plus, l'électricité, c'est un bien absolument magique. Voilà, c'est un bien qui apporte la lumière, qui apporte la chaleur, qui est essentiel et vital, qui est un bien né au 19e siècle, qui a traversé tout le 20e et qui s'inscrit complètement dans le 21e siècle. Rien du 21e siècle, enfin de toute la révolution numérique ne marcherait sans l'électricité. Voilà, donc les gens qui sont dans nos usines pour produire de l'électricité, ils savent pourquoi ils sont là. Et je pense que la responsabilisation, c'est déjà de comprendre ce que l'on doit faire et de comprendre le rôle que l'on a dans toute la chaîne pour arriver à produire quelque chose de concret. Donc, le premier point pour moi, c'est ça. C'est donner le sens et expliquer à chacun de nos salariés quelle place il a, à quoi il contribue et comment tous ensemble, l'ensemble des équipes, contribuent à produire ce qu'on a à faire. Donc voilà, pour moi, la responsabilisation, c'est d'abord ça. C'est d'abord de respecter chacun dans ce qu'il est et de lui donner les moyens d'exercer sereinement son activité. Ça passe par la formation, on peut développer, mais donner le sens et ce que chacun doit faire, c'est déjà ça. Pour moi, c'est vraiment ça, responsabiliser. Je crois que Michelin a également une longue tradition dans la question de la quête de sens dans l'entreprise. Alors, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, je crois effectivement que la responsabilisation se base d'abord par le fait qu'on ait pleinement conscience de ce à quoi on contribue. Et ça, effectivement, dans le monde industriel, dans l'usine, c'est quelque chose qui est assez facile.
Mais fondamentalement, à quoi ça doit conduire? Ça doit conduire finalement à partir du moment où on a compris le cadre dans lequel on intervient, à être capable d'avoir une certaine autonomie dans les décisions qu'on peut prendre. Et je crois que c'est bien ce qui matérialise la responsabilisation dans le monde industriel aujourd'hui, et chez Michelin en particulier, cette volonté de donner le pouvoir à chacun sur son poste, dans la conduite de ses opérations, le pouvoir de décider de ce qu'il va devoir engager ensuite. C'est-à-dire que le principe même et le principe fondateur auquel s'est attachée l'entreprise Michelin depuis très longtemps, c'est de donner le pouvoir de décision aux personnes qui vont mener les actions. Et cela, à chaque fois que c'est possible, et c'est bien la base de la responsabilisation. Et je vous rejoins sur ce point, pour être capable de le faire, je pense qu'il faut avoir parfaitement compris à quoi on contribue, sans quoi les décisions qu'on pourrait prendre pourraient ne pas contribuer finalement à ce que l'entreprise vise. Et je pense que ça, c'est un point sur lequel l'entreprise Michelin est très présente. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde ce que disaient les fondateurs de l'entreprise il y a plus d'un siècle, eh bien, c'était déjà un principe qui était présent dans l'ADN de l'entreprise, que de dire qu'à un moment donné, la personne la plus à même de prendre la décision adaptée, c'est finalement celle qui connaît son environnement de travail, c'est-à-dire profondément l'opérateur de fabrication sur sa machine, et qu'en aucun cas, et à l'époque c'est ce que disaient les fondateurs de l'entreprise, il n'est possible pour un manager de prendre des décisions éclairées sans s'appuyer sur le savoir-faire des personnes qui mènent les opérations. Et quelque part, c'est autour de ça qu'on s'est développé et qu'aujourd'hui, on est à même de confier des responsabilités de plus en plus larges à l'ensemble des équipes de fabrication, parce que finalement, c'est bien souvent elles qui ont la meilleure compréhension des différents enjeux. Gérard, quel est le point de vue du syndicat de l'encadrement sur ce sujet? Écoutez, je dirais de manière très simple, la responsabilisation, c'est l'investissement dans l'humain. Vous savez que pour que l'industrie fonctionne bien et qu'elle rencontre des succès, eh bien, il faut investir dans l'innovation, dans la recherche et développement, il faut investir pour que les procédés de fabrication soient les plus performants, mais il faut surtout investir dans les hommes et les femmes qui s'investissent et qui font tourner notre industrie au quotidien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une organisation efficace, c'est une organisation où chaque salarié, homme et femme qui fait avancer son entreprise, contribue et apporte la valeur ajoutée maximum. Et donc, une organisation efficace, une organisation où les décisions sont prises au niveau adapté et où chacun peut révéler toute sa compétence, tout son savoir-faire et accessoirement être content et trouver quelque part une motivation à travailler dans son entreprise et quelque part contribuer à sa vie tout court. Alors, ce que je constate, en tout cas personnellement chez KSB, au travers des entretiens d'embauche que l'on peut conduire avec notamment les jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui, la quête de sens fait partie de la motivation intrinsèque des salariés, quel que soit leur âge. Mais ça devient véritablement un prérequis pour les nouvelles générations. Ils interrogent beaucoup plus dès le départ sur le sens que l'on va donner à leur rôle dans l'entreprise. C'est quelque chose que vous constatez également chez EDF, par exemple? Oui, en fait, je partage totalement tout ce que vous avez dit. Donc, la première des choses qu'on doit faire pour que chacun se sente en capacité, c'est investir déjà, lui expliquer l'univers dans lequel il arrive. Et on a eu ces dernières années au sein d'EDF un renouvellement des compétences sans précédent. On a recruté plus de 10 000 personnes en une petite dizaine d'années. Et donc, on a assisté, on a plus qu'assister, on a contribué à ce passage de relais entre une génération et une autre. Et la première des choses qu'on a faites, c'est se soucier de l'intégration et se soucier de leur formation en arrivant. C'est-à-dire qu'on a monté des cursus de formation pour leur faire comprendre l'univers dans lequel ils étaient, pour qu'ils comprennent bien le contexte, et ensuite des formations très pointues et très adaptées pour que chacun dans son métier se sente à l'aise et puisse progressivement prendre des responsabilités et assumer les responsabilités qu'on lui confiait. Donc, alors, est-ce qu'on observe des différences entre les générations ? C'est clair que les jeunes qui nous ont rejoints, ils n'ont pas appris dans le même contexte que ceux qui exerçaient auparavant. Je veux dire, l'arrivée du numérique, par exemple, et la révolution informatique a changé profondément les choses. Pour autant, les fondamentaux sont restés. Et moi, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est qu'il y a eu un vrai lien entre les anciens et les jeunes, avec beaucoup d'écart, parce que ceux qui sont partis en retraite avaient autour de 55-60 ans et ceux qui les ont remplacés avaient 25 ans. Donc il y a eu un vrai gap. On avait une pyramide des âges assez déformée d'ailleurs. Et on s'était posé plein de questions sur comment ça allait se passer, ce passage de relais entre des gens de 50-60 ans et puis des jeunes plutôt de 25-28 ans. Et en fait, ça s'est très bien passé parce qu'ils ont eu en commun, je vais utiliser un mot qui m'avait impressionné, l'amour de la machine.
quand il rentre dans une usine, vraiment, il s'attache à cette machine qui est finalement la somme de X années d'intelligence humaine qui ont amené cette construction-là, et ils sont très soucieux de la faire fonctionner, de lui permettre de l'entretenir, et ça, c'est passé entre les générations, c'est assez extraordinaire. Ça, c'est de la vraie responsabilisation, justement, hein. Ils se sont sentis dépositaires de tout ce travail qui avait été fait avant et responsables de cette machine que les anciens leur confiaient. Voilà. Et donc, ça s'est finalement extrêmement bien passé, et c'était assez impressionnant à voir. Voilà. C'est l'avantage que l'on a dans nos métiers, dans l'industrie. On a la chance de travailler sur des sujets extrêmement concrets et de pouvoir voir le fruit de son travail de manière extrêmement tangible. Et je crois qu'on a un avantage de ce point de vue-là pour donner du sens aussi aux jeunes qui arrivent dans l'entreprise, en ce sens qu'ils acquièrent l'amour de la machine et ils réalisent de manière extrêmement concrète ce qu'ils produisent au jour le jour. Je pense que Michelin vit certainement à peu près la même expérience. Alors effectivement, une des forces probablement que peut offrir le cadre industriel à des générations qui sont en recherche de sens, c'est que trouver le sens dans une activité industrielle, c'est probablement plus simple que dans certaines activités administratives, par exemple. On produit quelque chose, que ce soit un bien ou que ce soit un bien matériel ou autre, et dans tous les cas, ce bien contribue à quelque chose. Alors, si on prend le cas de l'électricité, bien sûr, vous l'avez cité, l'impact de l'électricité est beaucoup plus large que l'électricité elle-même, et ça contribue vraiment au développement de l'humanité que de produire de l'électricité. Donc, quelque part, le sens de son activité est bien tangible. Quand on prend le cas des pneumatiques, c'est la même chose. Finalement, Michelin aujourd'hui, au-delà d'être un pneumaticien, c'est finalement un acteur de la mobilité qui, depuis des décennies, a contribué à faire en sorte que l'humanité puisse se développer à travers la mobilité. Et du coup, trouver le sens à travers le produit qu'on fabrique, de la contribution qu'on peut avoir à quelque chose qui finalement peut nous émouvoir, c'est quelque chose que peut assez facilement procurer l'industrie, et c'est ce qu'on ressent comme étant probablement un des facteurs qui attire un certain nombre de jeunes talents aujourd'hui dans nos entreprises, le fait de contribuer à une œuvre dont on est fier. Et ça, c'est vraiment une force de l'industrie, je pense, oui. Vous disiez tout à l'heure que dans l'industrie, la meilleure des choses à faire, c'est de donner la responsabilité aux gens qui sont directement sur le terrain, parce qu'ils connaissent la machine, parce qu'ils sont capables d'agir directement. Mais alors, comment on fixe le cadre, Gérard ? Écoutez, je crois qu'il y a un processus qui s'appelle la délégation. C'est-à-dire, une organisation, elle doit être structurée, chacun doit savoir quand même quel est son champ d'intervention. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que toutes les décisions remontent en haut de la pyramide hiérarchique, et qu'il est important qu'un processus de délégation permette à chacun justement d'exprimer ses compétences, d'apporter sa valeur ajoutée à son entreprise. Et c'est comme ça que la psychologie humaine, elle n'a pas évolué au cours des années comme ont pu s'accélérer les progrès technologiques. Et donc, il faut avoir le souci dans nos entreprises, mais dans nos industries en particulier, d'avoir la volonté de faire que chacun trouvera sa place et satisfera finalement ses besoins psychologiques de satisfaction dans son activité professionnelle. La délégation, c'est un peu le cœur. Moi, je voulais insister aussi sur, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'individu. La force de nos fonctionnements, c'est surtout le collectif, en fait. Dans nos usines, ce qui fait que ça marche, c'est que chaque individu est serein par rapport à, parce qu'il se sent formé, en capacité avec un regard positif et bienveillant, mais c'est aussi tout un collectif qui produit. On ne fait rien tout seul. Et c'est ça qui est extrêmement, je pense, motivant pour les jeunes, notamment. C'est toute une équipe, tous ensemble, chacun à sa place, chacun a sa compétence, et réussir ensemble, travailler ensemble, c'est quelque chose aussi qui est très responsabilisant et qui est très, très motivant, parce qu'on peut tous s'épanouir. Et puis, en fonction de ses qualités, en fonction de son expérience, on peut continuer à évoluer, on peut apprendre, on peut passer le relais. Donc, ce sentiment de travail collectif où chacun est utile, chacun donne un coup de main aux uns aux autres, chacun se protège aussi, je pense que c'est extrêmement important. Alors la notion collective. Absolument, mais que devient à ce moment-là le manager ? Quel est son rôle, Pierre-Alexandre ? Alors, je crois que le principe de la responsabilisation, c'est bien entendu d'accompagner les équipes et les individus dans leur capacité à prendre un certain nombre de décisions qui jusqu'à présent ne leur étaient pas forcément confiées.
Et ça, je crois que la véritable responsabilité de l'entreprise quand elle souhaite s'engager dans ce type de démarche, c'est bien sûr de donner la compétence, de donner les savoir-faire aux opérateurs, aux différentes personnes qui devront agir et prendre des décisions auxquelles elles n'étaient pas confrontées jusqu'à présent. Donc de les former, de les accompagner, de les observer parfois aussi pour être capable de leur donner des éclairages qui les aideront à mieux assumer cette responsabilité. Et je crois que c'est bien dans cette direction que le rôle du manager évolue progressivement. C'est-à-dire que de plus en plus, eh bien, il se retire du domaine de la décision à proprement parler, parce qu'il a accompagné les différentes équipes qui travaillent avec lui pour qu'elles se développent et qu'elles soient elles-mêmes capables d'exercer cette décision individuellement ou collectivement. Et donc, quelque part, le rôle du manager prend une nouvelle ampleur, c'est-à-dire que ça n'est plus un décideur omniscient, c'est véritablement quelqu'un qui a vocation à s'intéresser davantage à ses équipes, à mettre l'homme au centre, comme vous le disiez tout à l'heure, et à se préoccuper du développement de ses équipes pour qu'elles soient toujours en mesure d'exercer pleinement leurs responsabilités. Donc, c'est vraiment un coach qui se développe derrière le nouveau manager, davantage qu'un décideur, parfois autocratique, comme ça a pu être le cas par le passé. Il y a un sujet qui me semble fondamental également lorsque on entre dans ce type de management que nous essayons tous de mettre en place dans nos entreprises, c'est également la possibilité effectivement de prendre des initiatives et finalement un de ses corollaires qui est le droit à l'erreur, hein. Et évidemment, le fait d'apprendre de ses erreurs et d'entrer dans ce cercle vertueux qui permet petit à petit de les minimiser parce que plus on prend d'initiatives, plus on se calibre par rapport au cadre stratégique de l'entreprise, moins on en fait. Comment on gère dans des domaines très sensibles, je pense notamment à EDF, en termes de sécurité, comment on gère cet équilibre entre délégation, prise d'initiative et les normes de sécurité qui sont chez EDF extrêmement importantes? D'abord, avant de confier des responsabilités à quelqu'un, on fait en sorte de le préparer. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il ait les formations, qu'il ait été choisi sur ses compétences. Et ça, tout ça prend du temps. Et on va le lâcher, entre guillemets, dans un domaine où il va pouvoir prendre des responsabilités une fois qu'il sera lui assez sûr qu'il a les habilitations, qu'il a les compétences, etc. Et que nous, on sera aussi assez confiants sur le fait qu'il est en capacité d'assumer, il connaît les procédures, il connaît. Et puis, il n'est pas tout seul, il peut se reposer aussi, il peut en parler avec son manager, il peut en parler avec ses équipes. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est pas d'un coup on le met en difficulté, on fait en sorte qu'au moment où on va le lâcher, on sait qu'il va y arriver. Et que s'il a une difficulté, s'il a un doute, il a le droit, non seulement il a le droit, il doit le savoir. On a un point très important qui s'appelle la minute d'arrêt. Avant qu'un opérateur aille intervenir, si c'est sur un circuit sensible, par exemple, on va le tester avant. Il va avoir le droit de se former juste à temps, juste avant de faire l'intervention, une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'il soit vraiment serein. Et ce qui fait que quand il va aller faire son intervention, il sait qu'il est en capacité de le faire, il s'est testé, il connaît les procédures et du coup, il est serein. Voilà. La notion de sérénité est fondamentale aussi. Dans nos univers, effectivement, à risque, parce que voilà, une centrale nucléaire, c'est un univers à risque. Le meilleur moyen, c'est d'avoir bien préparé les gens. Voilà. Gérard, vous travaillez vous-même dans l'aéronautique, qui est un domaine aussi extrêmement sécurisé. Votre opinion sur le sujet? Oui, je dirais que le but de confier une prise de décision à un salarié, il ne faut pas que ça le stresse, il ne faut pas que ça le mette dans une situation difficile. Donc dans l'aéronautique, vous savez que dans les avions, il y a 2 pilotes, par exemple. Il ne faut pas exclure que sur des processus décisionnel important, il y a un peu un travail en équipe, bien sûr, avec un décisionnaire, mais quelqu'un qui va contrôler en ayant un peu plus de recul, que la décision est la bonne. Il faut aussi considérer que sur des décisions très structurantes ou très engageantes, le droit à l'erreur est quand même moins tolérable que sur des petites décisions comme la couleur avec laquelle on va repeindre les toilettes, par exemple. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir qu'il y a dans l'industrie des processus de revue où, que ce soit en conception d'un produit ou en industrialisation, on fait intervenir des pairs, donc des gens spécialistes d'un certain nombre de domaines qui, eux, vont valider la décision ou l'invalider dans quelques cas, mais de manière à ce qu'on soit sûr que cette décision soit la bonne. Donc, vous voyez, c'est les individus et aussi une organisation qui fait qu'on recherche l'efficacité à travers un nombre minimum de mauvaises décisions. Comment on induit le sujet de la responsabilisation? Michelin fait figure souvent d'exemple dans ce domaine. Comment avez-vous démarré? Comment avez-vous induit ce changement dans l'entreprise? Alors encore une fois, comme je le mentionnais tout à l'heure, je dirais que le changement était quelque part déjà présent dans l'ADN de l'entreprise.
très rapidement, le fait d'inciter un manager avant de prendre une décision à de toute façon consulter ses équipes pour être à même d'être suffisamment éclairé sur le champ de sa décision, c'est quelque chose qui était dans les pratiques managériales de l'entreprise. Donc c'est déjà, je dirais, un terreau qui était plutôt favorable. On avait également eu un certain nombre de démarches d'innovation, de progrès spontané, où on avait demandé aux différentes personnes de l'entreprise déjà de contribuer au progrès de l'entreprise indépendamment de leur propre activité. Et là aussi, c'était probablement les germes d'une certaine part de responsabilisation, c'est-à-dire d'une certaine part d'appropriation de l'ensemble de l'entreprise par chacun. Et puis, progressivement, le champ des possibles s'est élargi, c'est-à-dire qu'on a commencé par déléguer des choses de plus en plus importantes aux équipes de fabrication. Alors, au départ, ça a été des opérations de maintenance sur des machines dont, bon, vous le voyez en visitant par exemple ces lieux, elles ont tendance à être de plus en plus sophistiquées. Et donc, on a d'abord commencé par des opérations de responsabilisation autour de la maintenance, de l'entretien, de la capacité à dépanner plus rapidement une machine, ce qui était un facteur de bien-être. Parce que globalement, rien de plus frustrant que d'avoir une machine en panne et de ne pas pouvoir intervenir dessus. Et donc, disposer des moyens d'action, c'est en général déjà un facteur positif. Donc, les premières initiatives ont sans doute été dans ce domaine-là. Ensuite, on a développé peu à peu le champ des compétences qui ont permis d'embrasser des domaines un peu plus larges. Aujourd'hui, dans nos usines, sur une usine de 1000 personnes, eh bien, on a à peu près 80% du temps l'usine qui est sans présence managériale. Ça veut dire que 80% du temps, les équipes de fabrication sont capables de prendre les décisions qui permettent de conduire l'usine parce qu'elles ont élargi leur champ de compétences et leur capacité à être responsables. Alors ça veut dire par exemple être capable de décider ce qu'on va fabriquer à un moment donné dans une usine, quelle est la dimension, quel est le pneumatique qu'on veut fabriquer en fonction d'une bonne visibilité des demandes de nos clients. Eh bien tout ça, c'est des choses qui ont été transférées intégralement aux équipes de fabrication. Et là, on perçoit bien que ça donne un intérêt beaucoup plus important dans le travail. C'est-à-dire que l'objectif, c'est véritablement de satisfaire un client. Et pour ça, on a petit à petit transféré un certain nombre de sujets d'autonomie qui permettent à chacune des personnes dans nos usines de prendre la bonne décision au bon moment en fonction d'une pleine connaissance des attentes de nos clients. Donc on sent que ça s'est progressivement élargi d'un domaine technique à un domaine qui aujourd'hui est finalement l'essence même d'une entreprise, la capacité à satisfaire son client. C'est finalement bien au cœur de chacune de nos préoccupations, quelles que soient nos entreprises. Oui, je peux également témoigner de KSB dans ce domaine. Nous avons aussi des usines, je pense notamment à l'usine de Lille qui, la nuit, une usine qui travaille en 3/8, la nuit fonctionne sans encadrement et sans difficulté aucune. Ce que nous faisons, nous sommes entrés dans une démarche de déploiement d'une nouvelle stratégie dès l'année dernière et nous avons à la fois réuni les managers, le middle management tout d'abord, en organisant autour des axes stratégiques que nous avions définis un certain nombre d'ateliers et on a demandé également à ces managers à leur tour, au sein de leurs équipes et parfois dans des équipes pluridisciplinaires, de faire la même chose, c'est-à-dire de demander aux équipes de terrain quelle pouvait être leur contribution à la stratégie. Une stratégie, on imagine souvent que c'est un PowerPoint décidé quelque part dans les hautes sphères de l'entreprise qui ne redescend jamais sur le terrain et on voulait véritablement que l'ensemble des salariés de l'entreprise se saisissent de la stratégie et c'est ainsi que dans chaque atelier, c'est ainsi que dans chaque agence commerciale, dans chaque atelier de service, on a défini un certain nombre, nos salariés ont défini un certain nombre d'actions que l'on a affichées d'ailleurs pour qu'on s'en souvienne, pour qu'on puisse également mesurer de quelle manière au fil du temps cette contribution souhaitée à la stratégie devienne concrète et comment on peut mesurer les écarts. Donc ce sont autant d'initiatives qui se prennent dans les entreprises pour pouvoir donner la main directement aux salariés. Peut-être encore quelques exemples côté EDF. Exactement pareil. On a mis en place dans toutes nos équipes, chaque équipe doit faire des projets collectifs de fonctionnement d'équipe pour que chacun comprenne bien sa place, sa contribution dans l'ensemble du process. C'est une démarche qui marche extrêmement bien et qui est répandue partout. Un peu comme Michelin, EDF, depuis toujours, on a de très très fortes convictions sur les hommes et les femmes. Donc on est persuadé, et y compris, a fortiori peut-être dans nos univers à risque, que la clé, elle est là, d'avoir des hommes et des femmes sereins, compétents, qui se sentent à même de porter leurs responsabilités. Et c'est ça qui fait que tous les jours, on est au rendez-vous. Et
Oui, voilà. Il y avait un point qu'on n'a pas abordé, je voulais peut-être mentionner, c'est la question de la santé et de la sécurité, qui est quand même une question absolument majeure, qui est pour nous notre priorité, vraiment notre priorité absolue. C'est pas acceptable que des gens se blessent ou pire, meurent en exerçant nos métiers, que ce soit des salariés d'ailleurs ou que ce soit des prestataires. Donc on insiste vraiment énormément là-dessus et je pense que et on gagnera cette bataille si on la travaille tous ensemble. C'est-à-dire que pour le coup, c'est bien évidemment la responsabilité de l'employeur, mais c'est la responsabilité aussi de chacun de veiller sur l'autre, de bien connaître les règles. On a défini les règles vitales autour des risques majeurs, hein, qui sont d'ailleurs le risque de chute de hauteur, par exemple. Hein, c'est le premier cause de risque. On n'a pas forcément ça en tête quand on pense à des usines, mais voilà. Donc, que tout le salarié connaisse ces risques-là, qu'ils soient portés par tout le monde. Et on a mis en place une démarche qu'on appelle de vigilance partagée, que quand quelqu'un intervient, ses collègues ou les autres s'autorisent à dire attention, là tu prends des risques, est-ce que tu as mis ton harnais, est-ce que tu as bien mis tes protections, parce que veiller les uns sur les autres, c'est fondamental. Voilà. Donc la responsabilisation, c'est aussi ça. On n'enlève rien de la responsabilité de l'employeur, qui est bien évidemment, voilà. Mais c'est aussi que chacun se sent responsable de l'autre, avec ce souci majeur qu'on a que l'homme et les femmes sont la plus belle de toutes les ressources qu'on peut avoir. Et donc, il faut vraiment veiller sur eux. Oui, pour rebondir sur ce sujet, bien sûr, la responsabilisation est quelque chose de très important. Moi, j'y vois quand même une limite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien que les gens s'approprient les améliorations qu'ils peuvent apporter à leur travail, mais vous avez probablement entendu parler d'une méthode qui s'appelle le Lean, par exemple, le Lean Management, qui est une méthode qui vise à optimiser les processus et qui est un bon concept en soi, mais il ne faut pas le pousser trop loin. Sinon, on arrive à une situation où c'est plus de la responsabilisation, c'est du surinvestissement, avec souvent, quand il y a surcharge de travail ou trop marqué, il peut y avoir justement un manque de vigilance vis-à-vis des aspects sécurité. Et encore une fois, il faut progresser, il faut responsabiliser, mais il ne faut pas dépasser les limites acceptables pour que les hommes et les femmes puissent exercer leurs fonctions de manière satisfaisante, sans mettre en péril, bien sûr, leur santé, leur vie personnelle et aussi leur sécurité. Et pour rebondir et souscrire complètement à ce que disait Muriel tout à l'heure, je suis complètement d'accord. La sécurité, ce n'est pas une question uniquement de normes, c'est aussi une question d'état d'esprit et c'est fondamental. Quels sont alors les freins pour mettre en place cette responsabilisation, Pierre-Alexandre ? Alors je crois que les freins, il n'y a pas véritablement de freins. Je pense qu'aujourd'hui, ça correspond à une attente véritable de, je pense, l'ensemble des salariés partout. Moi-même, chacun d'entre nous aspire à davantage d'autonomie. Donc je pense que globalement, la volonté y est. Après, il faut effectivement que chacun des managers, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, soit capable de remettre en question ces modes de fonctionnement si tant est qu'ils n'étaient pas dans une logique de responsabilisation jusqu'à présent. Je pense que le principal frein, c'est la capacité à se dire je vais finalement faire confiance à un collectif, à une équipe, je vais être capable de lâcher prise. Et ça, c'est probablement une évolution pour le manager. Mais je crois que c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, alors une entreprise comme la nôtre développe énormément ses managers et on apporte énormément de soutien parce que je crois que c'est finalement à cet endroit-là que doit se faire le déclencheur parce que l'aspiration, elle est bien présente chez chacun d'entre nous en tant que salarié et chez chacun de nos salariés dans l'entreprise. Donc il suffit simplement d'oser. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit se produire dans beaucoup d'entreprises démontre que de plus en plus osent. Et dans cette logique-là, je pense qu'il n'y a pas véritablement de frein. Et est-ce que la digitalisation a changé également le rapport à la responsabilité sur le lieu de travail ? Muriel ? Est-ce que la digitalisation change ? Alors, ça ne change pas forcément. Enfin, les fondamentaux restent les fondamentaux. Ça allège beaucoup de procédures, ça simplifie un certain nombre d'actions. C'est quand même toujours les hommes qui doivent incrémenter ce qu'on veut faire à la machine. Et puis, voilà, donc ça soulage quand même beaucoup. Oui, le rapport au travail change. Ce qui change beaucoup aussi, c'est alors moins dans les usines, mais pour les gens qui travaillent à distance, oui, on peut travailler autrement. Je veux dire, le rapport, on n'a pas forcément besoin d'être sur place, on n'a pas forcément besoin de prendre, enfin voilà, de se déplacer. Donc oui, nos pratiques évoluent beaucoup de ce point de vue-là, très vite d'ailleurs. Très vite. Je trouve que les temps de déplacement ont beaucoup changé. Enfin, voilà.
il faut faire en sorte que ça change dans le bon sens. C'est-à-dire que le numérique, c'est une formidable occasion pour nous de faire de manière beaucoup plus automatique, je pense dans les RH, qui est mon métier, des tâches qui étaient un peu pénibles. Mais il ne faut pas perdre la main. C'est pas le sens, c'est les hommes et les femmes qui doivent le donner. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, il faut toujours rassurer et expliquer. Alors ça me parle beaucoup, moi, dans mon métier RH. Donc, on fait beaucoup de thématiques là-dessus pour expliquer que tout ce qui est saisie automatique des formations, saisie automatique de la paye, etc. Tout ça, on peut se soulager beaucoup. Et par contre, on peut se concentrer sur vraiment le métier des ressources humaines, c'est-à-dire beaucoup plus se soucier de l'écoute, beaucoup plus être présent sur le terrain, beaucoup plus capter tous les signaux qui peuvent venir. Et ça, de ce point de vue-là, moi, je vois, c'est plutôt une très bonne chose, quoi. Voilà, parce qu'on a été ces dernières années beaucoup happés par des tâches administratives et on a moins fait des vraies ressources humaines au sens être à l'écoute des uns et des autres. Voilà. Alexandre. Alors, je pense que la digitalisation, elle offre quand même un formidable accélérateur à tout ce qui concerne la responsabilisation, dans la mesure où elle permet à chacun d'accéder à davantage d'informations que celles dont il disposait par le passé. Et que fondamentalement, prendre une décision, c'est aussi être capable à un moment donné de prendre conscience de la façon la plus complète possible de son environnement, de la situation telle qu'elle est. Et je crois que de ce point de vue-là, la digitalisation est véritablement un atout qui doit probablement être capable d'accélérer énormément toutes les initiatives de responsabilisation qui peuvent exister dans toutes nos entreprises, parce que chacun sera plus à même de percevoir son environnement avant de prendre une décision. Et ça, je pense que c'est un élément clé. Et ça aura d'ailleurs un deuxième effet, un effet induit, c'est que jusqu'à présent, la transmission de l'information relevait souvent de la ligne managériale. C'était souvent le manager qui avait en charge de donner des informations imparfaites, incomplètes, et surtout, ça avait vocation à lui occuper beaucoup de son temps. On évoquait tout à l'heure le nouveau rôle du manager. Le rôle du manager, c'est d'être en accompagnement de ses équipes, de les coacher, de les former, de les aider à se développer. S'il est finalement déchargé de ce rôle de transmission d'informations, que l'information arrive par d'autres canaux et de façon beaucoup plus complète, alors il aura aussi davantage de temps pour être capable d'accompagner et de faire grandir ses équipes. Donc je pense que de ce point de vue-là, la digitalisation représente véritablement un accélérateur formidable. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose. Je souscris tout à fait à ce que vous avez dit. Je crois aussi que la digitalisation nous donne de nouveaux leviers d'amélioration de nos processus et de l'efficacité de nos usines. Et on ne pourra se saisir des opportunités de la digitalisation au maximum que si nos propres employés sont capables eux-mêmes de suggérer où se trouvent les améliorations possibles. Je crois que c'est important de leur donner aussi ce levier-là, parce qu'il y a tellement de démultiplicateurs possibles, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui qu'on ne peut jamais les saisir par le haut, on ne peut les saisir que directement sur le terrain. Je voulais juste refaire un peu le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la quête de sens. Alors certes, là, aujourd'hui, il y a plein d'informations qui arrivent et qui n'ont plus à passer par la ligne managériale, mais du coup, il y en a tellement qu'on peut s'y noyer. Et je pense que le rôle du manager, et des RH aussi, c'est justement de faire le tri et de remettre les priorités. Et au milieu de cette multitude d'informations dans tous les sens, de bien redire finalement nos priorités, c'est ça, et garder le cap. Parce qu'on peut s'y noyer aussi dans notre monde actuel. Gérard ? Oui, pour compléter, bon, bien sûr, la digitalisation apporte beaucoup dans tout ce qui tourne autour de l'automatisation des tâches pénibles, mais je dirais qu'il faut quand même aborder ça avec circonscription dans le monde actuel. En particulier, personne n'ignore les risques cybersécurité qu'il y a, et donc il faut bien prendre soin que ces systèmes soient déployés de manière à pouvoir ne pas être leurré par des attaques. Le deuxième point, c'est vis-à-vis des avancées actuelles de l'intelligence artificielle, en particulier le traitement big data. Moi, je vois plutôt ces systèmes, c'est mon expérience, comme des systèmes d'assistance à la décision. Il faut considérer que les données qui sont à la base des décisions proposées par ce type de système sont très sensibles à la pertinence des données qu'il y a en entrée. Donc, l'esprit critique de l'homme doit toujours être là pour juger de la pertinence des solutions proposées. Je pense que c'est bien sûr des avancées technologiques qu'il faut considérer, mais que la place à l'esprit critique humain, elle est encore là pour un certain temps. Vous travaillez d'ailleurs dans le domaine de l'intelligence artificielle aujourd'hui, dans vos entreprises, ou c'est un avenir qui est encore lointain, chez Michelin par exemple?
Alors, c'est évidemment un domaine qu'on explore comme, je pense, tout le monde aujourd'hui, et dans à peu près tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la qualité, dans les domaines, de manière générale, de la maîtrise de nos flux. C'est des sujets sur lesquels on est aujourd'hui en exploration, et oui, on y travaille, bien sûr. Il nous reste à peu près 5 minutes avant de conclure la conférence. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions dans la salle? N'hésitez pas, hein. Alors, s'il n'y a pas de questions, je voudrais aussi élargir le champ, parce qu'on a parlé énormément de l'aspect de la responsabilisation dans le domaine managérial, mais la responsabilité des troupes va au-delà de leur engagement au quotidien sur le lieu de travail. On parle de responsabilité sociétale des entreprises. On voit bien qu'on n'est plus dans le monde à ressources infinies dans lequel nous étions ou nous considérions être dans le passé. Comment ça se traduit également? Comment les salariés prennent conscience et contribuent à la responsabilité sociétale de l'entreprise? Muriel. C'est une super question pour la fin. Comment on y contribue? D'abord, on est intimement convaincu de notre responsabilité sociale et sociétale. Enfin, je veux dire, EDF, depuis le départ, on sait bien qu'on a en charge, enfin, vous parliez tout à l'heure, cette électricité, c'est un bien basique, essentiel, vital. Donc, quand on exerce ce métier-là, de production de l'électricité, on l'exerce avec une énorme responsabilité, un énorme sens des responsabilités, et on veille en permanence au quotidien à ce que nos usines soient sûres. Donc, je n'ai pas prononcé le maître mot chez nous qui est vraiment fondamental, c'est la sûreté de nos installations, et c'est la première chose qu'on apprend à tous nos salariés quand ils nous rejoignent. Voilà. Donc, on se soucie en permanence de notre empreinte dans nos régions et puis même au-delà. Donc, et le groupe EDF a signé en 2005, je crois qu'on était un des premiers à avoir signé un accord de responsabilité sociale, et on en a re-signé un l'année dernière. Voilà, c'est vraiment fondamental pour nous. Alors nous travaillons également, je peux apporter le témoignage de KSB en termes de responsabilité et d'impact sur l'environnement. Nous travaillons de plus en plus et depuis longtemps sur des produits qui sont conçus dans un esprit d'éco-conception, c'est-à-dire qu'on prend en considération l'ensemble du cycle de vie du produit, depuis sa fabrication jusqu'à son recyclage, ainsi que la consommation. Les pompes sont un grand consommateur d'électricité. Il y en a partout, on ne les voit pas, mais il y en a partout. Et aujourd'hui, la réglementation européenne nous aide, puisque on conçoit maintenant des pompes qui consomment 80% de moins d'électricité que les produits que l'on pouvait vendre il y a de cela ne serait-ce que 5 ou 6 ans. Et c'est un sujet majeur pour l'entreprise et pour ses salariés. Comment ça se traduit chez Michelin, par exemple? Alors, je pense que la responsabilité sociale, elle est quand même assez large. Alors, elle peut être vue sous l'angle de l'environnement. Naturellement, l'impact qu'on a sur notre environnement. Michelin, aujourd'hui, est une entreprise qui veut promouvoir la mobilité durable. Parce que la mobilité en tant que telle, ça n'est plus un challenge dans la civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le véritable challenge, c'est d'être capable de rendre cette mobilité durable, c'est-à-dire réduire l'impact que cette mobilité va avoir de manière générale sur notre environnement. Et ça, c'est véritablement une vocation que l'entreprise cultive et qu'elle a déjà cultivée en étant à l'époque une entreprise qui a été la première à se préoccuper de la consommation de carburant induite par les pneus, la longévité de nos produits. Toutes ces choses-là et toute la logique qui contribue à lutter contre l'obsolescence programmée d'un certain nombre de produits, c'est bien une illustration d'une responsabilité sociétale au sens environnemental, qui est véritablement celle qui, au quotidien, a sans doute conduit beaucoup de nos équipiers à rejoindre cette entreprise, parce que cette responsabilité sociétale environnementale était bien présente. Mais c'est également, au-delà de l'environnement, une volonté de s'intégrer pleinement dans les bassins d'emploi sur lesquels nous sommes présents. Alors je pense que vous avez quelques témoignages ici sur l'exposition, de façon dont l'entreprise essaye de contribuer à un développement autour de ces bassins, d'une activité économique, d'une activité qui soit toujours axée vers un développement durable. Et ça, je crois que c'est aussi une façon d'exprimer sa responsabilité sociétale. Donc globalement, je dirais qu'on le voit à travers ces deux aspects, l'entreprise essaye de porter à l'extérieur ce qu'elle fait à l'intérieur. Et là, je dirais qu'en termes d'illustration, la façon dont nous dialoguons aujourd'hui avec nos salariés, le dialogue social qui est instauré dans l'entreprise,
La façon dont nous avons promu depuis de nombreuses années la responsabilisation, c'est une façon aussi de développer les talents dans l'entreprise et de montrer à l'intérieur de quelle façon nous voulons exprimer notre responsabilité sociale à l'extérieur. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois de votre participation. Merci pour votre écoute. Et bonne visite sur l'usine extraordinaire.